Alors, bonjour à tous. On va donc entamer cette deuxième demi-journée. Mais avant, je vais passer le micro à Monsieur Pipard pour un petit changement de programme. Je pense qu'il est allumé. Oui, c'est bon. Oui. Donc, avant de reprendre nos débats avec cette nouvelle table ronde, je voudrais vous communiquer une petite information. Il y a une légère modification. Événement exceptionnel, modification exceptionnelle, c'est-à-dire que nous avons la visite cet après-midi de Madame le ministre des Sports à Amiens, la mairie d'Amiens. Donc nous sommes invités à nous rendre à la réception à la mairie d'Amiens. Donc après cette table ronde, nous interromprons, on fera une interruption exceptionnelle d'une petite heure pour nous rendre à la mairie d'Amiens pour cette réception. Et ensuite, j'espère que tout le monde reviendra ici pour reprendre les ateliers et terminer cette journée comme c'était prévu. Voilà. Excusez-nous pour cette modification, mais l'actualité nous oblige à le faire. Donc voilà, je compte sur votre compréhension. Merci. Merci, M. Pipard. Voilà. Alors, le thème cet après-midi de cette table ronde, équipement sportif et politique de la ville, donc exemple de politique fédérale durable. On a sur la tribune différents intervenants. Pour certains, on les a rencontrés ce matin, pour ceux qui étaient absents. Donc, je vous présente Monsieur André Leclerc, qui est vice-président délégué sport et société du Comité national olympique et sportif français. Voilà. Qui était également là ce matin, Alexis Manouvrier, qui lui est porte-parole au niveau de la Fédération française de handball, conseiller du président, qui va donc nous parler également de tout ce sujet. On continue avec un monsieur qui, lui, nous a rejoint cet après-midi. Il s'appelle Arnaud Jean. Alors, c'est Monsieur Jean, Monsieur Arnaud ? C'est Monsieur Jean, voilà. Donc, Arnaud Jean, chef de projet sport et développement durable, direction des sports, donc ministère des Sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Il n'y a pas d'erreur ? Et donc, on garde le meilleur pour la fin. Place aux dames. Sandrine Cassol, conseillère régionale de Picardie, présidente de la commission 1. Alors, c'est quoi la commission 1 ? Appuyez sur... Alors, regardez, hop, le petit bouton qui est juste en dessous, vous le laissez appuyer, comme ça, vous avez les micros qui fonctionnent. C'est bon, c'est bon. J'ai compris. Et même si je suis une femme, j'ai compris. J'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est tout ce qui concerne le développement économique, la recherche, l'innovation et la formation professionnelle. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va les laisser parler chacun à leur tour un petit peu selon leurs expériences. N'hésitez pas à intervenir si vous avez une idée qui vous vient par rapport à ce qui est dit à droite à gauche. On est censé plutôt échanger au moment de l'atelier. Maintenant, on fera peut-être appel sur des expériences diverses et variées à vos compétences et à vos expériences. Je ne sais pas qui a envie d'ouvrir. Place au vice-président au ministère qui... On y va. On vous écoute. Donc c'est Monsieur André Leclerc qui commence. Bien, bonjour à tous. Un autre sujet important comme ceux de ce matin. Ceux de ce matin étaient extrêmement chaleureux, généreux et montrent en quoi cette rencontre d'aujourd'hui est intéressante. Vous le savez parce que vous êtes là, mais elle est importante pour la vie de notre société. Un autre ou deux autres domaines ici, les questions liées à l'environnement et puis les questions des équipements. Sur l'environnement, le CIO, le Comité international olympique, a impulsé cette politique sportive de l'environnement, relayée au niveau du CNOSF. On a parlé de Maurice tout à l'heure, Maurice Bruzek. On parlait de Maurice Bruzek, un grand dirigeant. Vous honorez vos grands sportifs. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est très bien, c'est très important. Le patrimoine, les grands sportifs, les grands dirigeants, les grands entraîneurs, etc. C'est eux qui font notre société. Sur les questions des équipements, alors moi je suis du volley. Donc il y a quelques années, on avait fait le BHV et j'ai encore d'ailleurs les dessins. On faisait des planches à dessin, c'était ma planche à dessin à l'époque. L'ordinateur, on ne connaissait pas encore. Et la préoccupation était la suivante. On fait en France de belles salles de sport avec des sols en béton, avec un beau morceau de plastique dessus pour faire beau.
Et nous, on disait, les enfants, qu'ils soient à l'école ou dans le club, il n'y a pas de raison qu'ils se massacrent les articulations sur des sols en béton. Donc la question des équipements sportifs, une question importante par rapport aux questions qui nous animaient ce matin sur la santé. Deuxième type de préoccupation, des équipements adaptés. Les politiques d'équipement sportif, alors ça a été décentralisé sur les communes en 1971, les politiques d'équipement sportif ont souvent été des politiques d'équipement scolaire. On comprend bien, c'est un côté des équipements scolaires. Mais ce matin, on a fait remarquer que la dimension la plus importante du sport, c'était la sociabilité. La technique n'étant qu'un support de sociabilité. Donc la pratique scolaire, nouveau des salles, qui ne prennent pas en compte la sociabilité. Où est-ce qu'on se retrouve après le match, où est-ce qu'on a nos salles de réunion, etc. Donc, deuxième aspect, il y a des problèmes techniques par rapport aux équipements. Il y a aussi des problèmes stratégiques par rapport à la nécessité de prendre en compte différents types de pratiques. Troisième question, la diversité des pratiques. En les salles de sport en salle, oui, on est nombreux dans les salles, pas toujours facile d'accéder, les lignes qui se croisent, c'est compliqué, mais c'est compliqué, ça coûte cher aussi de faire des équipements sportifs, et quand on fait un équipement, on fait pour qu'il dure longtemps. Enfin, autre difficulté, c'est une difficulté relationnelle, parfois entre le monde du sport et puis les propriétaires des équipements que sont les pouvoirs publics. Par pouvoir public, il s'agit essentiellement des collectivités locales. On a parfois mauvaise réputation, il faut, avec des exigences, etc. Il faut faire attention sur ce point et savoir de quelles normes on parle. Il y a des normes d'accès aux équipements. On parlait d'handicapés ce matin, les normes pour les accès aux handicapés. Il y a des normes de sécurité sur les matériels, sur les matériaux, etc. Et puis, bien sûr, nous, les fédérations, nous participons aux activités internationales. Il faut respecter là aussi les normes. Donc, il est nécessaire de travailler ensemble régulièrement entre le mouvement sportif et les pouvoirs publics sur ces questions. En 1995, un congrès des maires, la situation était tendue. J'ai l'impression qu'elle commence à se retendre à nouveau. Et il y avait bien 500 personnes dans la salle. J'étais le seul dirigeant sportif. Il a dit, si vous me laissez parler, je vais peut-être pouvoir sortir vivant. Et il faut arriver à se parler sur ces questions. C'est pas simple. Et sur les matériels, par exemple, les normes, c'est épouvantable, les normes, c'est but de foot, etc. Bien, moi, j'ai présidé pendant 21 ans le Centre d'innovation et transfert de technologie en sport loisirs de Poitou-Charentes, il y en a qu'un en France. Nous avons fabriqué un logiciel à disposition de toutes les collectivités pour qu'ils puissent être au courant du fait que, parce que le panneau de basket est encore vert, voilà, et pour que tout soit au nord. Alors, il y a les normes de sécurité, il y a les normes sportives, il ne faut pas les confondre. Les crédits d'équipement ont largement chuté après que ça a été... Les seules politiques véritables d'équipement que j'ai connues, ça a été les tentatives sur 2 fédérations, 5000 cours de tennis et 1000 terrains de grands jeux. Moi, j'étais président du volley derrière, je suis arrivé avec mes équipements, trop tard, il n'y avait plus de sous. Je suis arrivé un petit instant, et c'est dommage, on n'est pas une politique nationale d'équipement parce qu'on ne peut pas laisser chaque maire, bien sûr, faire face. C'est pas possible, c'est pas pensable. L'intercommunalité est un élément important. Donc, attention, sur ces questions-là, le dialogue entre les propriétaires que sont les collectivités, essentiellement d'ailleurs les collectivités locales, mais les pouvoirs publics pour pouvoir répartir aussi les compétences entre l'État, les conseils régionaux, les conseils généraux et les communes et les pouvoirs sportifs sont importantes pour qu'on réponde aux besoins de la population. Monsieur Jean veut peut-être dire quelque chose là-dessus ? La relation justement des infrastructures et pour les collectivités. Vous aviez terminé, monsieur Leclerc ? Oui, sur la commande qu'on m'a... Donc moi, je suis Arnaud Jean, je suis chef de projet à la direction des sports, sur la mission de développement durable. Pour faire court, j'ai la mission d'animer les questions de développement durable au sein du ministère. Sur la question qui m'était posée en préparation de cet après-midi, c'était en fait comment, à travers cette problématique des équipements, comment les projets fédéraux, les politiques fédérales peuvent-elles converger avec d'autres politiques plus territoriales ou nationales pour répondre aux enjeux du développement durable. On anime à la direction des sports un fonctionnement très informel qui s'appelle le club carbone des fédérations.
qui recoupe, il y a 75 fédérations qui en font partie, et ça fait à peu près 150 personnes. Et c'est pour nous à la fois un lieu de mutualisation, un lieu de dialogue, d'échange, de bonnes pratiques, mais c'est surtout une sorte de mini-observatoire des pratiques sportives fédérales en matière de développement durable. Pratiques fédérales, champ élargi aussi au sport professionnel, avec notamment les ligues professionnelles merci à vous, ligues professionnelles qui en font partie. Et on a là donc cet observatoire qui est précieux et qui permet, on a rassemblé ce club il y a un mois, qui permet maintenant, après à peu près une petite quinzaine d'années d'expérience en matière de fédération sportive et de développement durable, de noter des choses qui font, j'emploie des termes très simples, des choses qui font que ça marche et d'autres que ça ne marche pas. Et sur le développement durable. Alors on me demande souvent, dites-nous quelles sont les fédérations les plus vertueuses et celles qui font rien. Je réponds jamais à la question parce qu'il y a toujours forcément en face de moi des gens de fédérations qui, de ce que je vois, font peu de choses. Donc je ne veux pas me fâcher avec l'assistance. Donc je ne réponds jamais à cette question. Mais j'essaie de dire, et après les croisements se font naturellement, qu'est-ce qui fait qu'une fédération au départ, elle se lance sur le développement durable. Et là, en fait, on s'aperçoit que les acteurs sont très peu nombreux à pouvoir déclencher des choses. C'est bien entendu une volonté politique fédérale, le président qui à un moment va dire pour moi c'est important avec son équipe d'élus, ça peut partir de l'équipe technique fédérale. Et là, mes propos, on peut les transférer à une ligue ou un comité départemental ou un club, bien entendu. Donc c'est l'équipe fédérale, les salariés qui voient un potentiel de développement, de reconnaissance de la fédération. Ça peut être bien entendu les collectivités qui vont, elles, déclencher des subventions, qui vont déclencher des systèmes de conventionnement. On l'a vu sur cette région notamment, qui incitent fortement les dirigeants à prendre en compte ces enjeux de développement durable et qui vont transformer un peu, leur demander de transformer un peu leur comportement. C'est bien entendu l'État qui envoie des signaux. CNDS, autres subventions, transformation des diplômes, qui là aussi confortent et appuient les autres déclencheurs. Et puis un phénomène assez récent, moi que je constate depuis 6 mois, ce sont les sponsors, comme on dit, les parrains, les partenaires des événements sportifs. J'étais ce matin tôt à l'Assemblée générale des acteurs du marketing sportif en France. Et donc les 130 plus gros patrons du marketing sportif étaient là et signaient une charte pour le développement durable du sport. Parce qu'eux aussi, en plein moment de crise économique, tentent à rendre plus vertueux leurs aides et en tout cas à mieux les distribuer. Et ils exigent de la part de leurs fédérations avec lesquelles ils ont conventionné des efforts importants. Donc attendons-nous à voir ce système-là de plus en plus important. Je ne cite pas de grandes sociétés de marketing, vous en avez peut-être des exemples autour de vous. Et puis, à partir de ces facteurs qui disent aux dirigeants des fédérations il faut y aller, il y a des enjeux, il faut que les acteurs du sport en responsables y répondent. On s'aperçoit qu'en fait, il y a 2 choses qui déclenchent dans une fédération une politique de développement durable. Enfin, il peut y en avoir d'autres, mais les 2 majeures, ce sont une organisation, un événement, souvent sportif, un championnat d'Europe, un championnat du monde, un championnat de France, une Coupe de France, un championnat de ligue, qui à un moment, parce que localement, il y a un faisceau d'événements, font que cet événement est organisé de manière vertueuse. Alors après, le degré d'implication est très différent, mais souvent ça part de là. Et il y a sûrement des exemples ici en Picardie de comités ou de ligues qui se sont engagés avec les soutiens divers parce qu'il y a eu ces déclencheurs-là. Et c'est souvent ça. Ou alors, pour l'échelon national, une démarche interne de l'équipe technique fédérale qui se questionne sur son fonctionnement, qui fait un diagnostic, un bilan carbone, des choses comme ça, qui après vont lancer les choses. Donc on a ces 2 déterminants. Et après, ce sont tout un tas de déclinaisons, cette fois-ci, qui sont propres à chaque fédération, à chaque territoire touché. Et là, on peut citer pêle-mêle une AG. Par exemple, moi, je suis intervenu dans plusieurs AG cette année pour m'adresser aux mandatés, pour leur donner envie d'eux, les avertir de différentes choses, de congrès, de moments de formation, de stages, d'outils élaborés, de labels fédéraux. On a le label CNOSF, mais il y a aussi des fédérations qui ont des labels, de moments de regroupement, de stages de dirigeants, d'enquêtes, de sondages auprès des licenciés. 5 exemples de fédérations que j'ai en tête qui l'ont fait. Et puis pour tout ça, pour arriver au final à un projet fédéral. Projet fédéral, certes, qui peut être appuyé, un projet de développement durable qui peut être appuyé sur le projet fédéral, mais de plus en plus, ce que moi je constate, ce sont les enjeux du développement durable qui, de manière un peu sous forme de chapeau, viennent englober un certain nombre de problématiques déjà prises en compte par les fédérations.
santé, accessibilité, mixité, respect, développement de la pratique, milieu rural, milieu urbain, les problématiques environnementales, une espèce de chapeau moi qui me va bien, hein, un peu global autour du développement durable. Et donc après, il y a les facteurs. Je ne sais pas si je continue ou. Est-ce que vous pourriez donner un petit peu d'exemple justement concrètement ce que peuvent faire les ligues par rapport à vous autour du développement durable? Je l'ai dit, ce qui démarre souvent dans les ligues, ce sont les événements sportifs. C'est-à-dire que, alors, je pourrais la faire de manière un peu abrupte et de vous renvoyer à la directive 2012 du CNDS qui dit qu'aucun événement sportif qui ne sera pas responsable, avec un outil qui l'accompagne, qui explique ce que c'est qu'un événement responsable, n'obtiendra de financement du CNDS en 2012. Mais il serait maladroit de ma part et un peu osé de mettre ma main à couper que tous les événements sportifs aidés par le CNDS en 2012 sont des événements responsables. Je n'irai pas jusque-là. Il n'empêche que... Ça passe par quoi, justement, cette responsabilité? Ça passe par quoi? Ça passe par la prise de conscience et des méthodes la prise de conscience des organisateurs, la prise de conscience, l'analyse de l'impact potentiel, je ne sais pas des grands mots, mais tout le monde voit bien, en matière de déchets, de nourriture, de déplacement. Ouais. Comment faire en sorte qu'à un moment, ma manifestation sportive qui se déroule à tel endroit puisse prendre en compte, si c'est un événement sport de nature, bien entendu, les directives Natura 2000, mais aussi les enjeux de biodiversité, de préservation de la qualité de l'eau. Si c'est un événement qui a lieu dans un équipement sportif couvert, collectif, ben comment, avec les gestionnaires de l'équipement, parce que les ligues vont me dire, mais c'est pas nous qui chauffons les équipements, c'est pas nous qui les éclairons. Mais comment, effectivement, moi, en tant que dirigeant sportif, je peux agir pour faire en sorte que ma manifestation sur la consommation énergétique, par contre, peut être plus responsable. Et puis, après, on va toucher à tous les domaines de l'organisation que les gens qui sont en face de moi connaissent bien, puisqu'ils le font bénévolement ou professionnellement au quotidien. Tous les enjeux environnementaux, sociaux, comment je vais faire en sorte de rendre encore plus accessible ma manifestation, comment je vais faire en sorte peut-être qu'à l'occasion de cette manifestation, je pourrai accueillir des enfants, faire passer des messages éducatifs. Donc là, c'est des choses pour certaines qui sont faites depuis longtemps dans le mouvement sportif, mais sur lesquelles les collectivités, sur lesquelles les instances fédérales, sur lesquelles les partenaires, le ministère aura de plus en plus d'attentes, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc autant s'y préparer. Et je crois qu'il y a des acteurs sportifs qui n'ont pas attendu ces moments d'échange comme ça pour en prendre conscience. Moi, je vois vraiment une forte accélération depuis une dizaine d'années, voire un peu plus que je suis sur ce dossier-là. On a véritablement une prise de conscience, notamment, vous avez cité, M. Leclerc, l'agenda matin du CNOSF, qui a été un outil déclencheur de pas mal de choses en France. Donc voilà, concrètement, donc je parle des événements. Concrètement, on a des ligues aussi, des maisons des sports qui se préoccupent de ces enjeux-là. Bref, très, très concret. Alors je renvoie chaque fédération a des outils qui ont été faits par les fédérations. Il y en a encore plus consensuels qui dépassent et qui sont maintenant des outils, des guides qui dépassent très largement une spécificité fédérale et qui peuvent s'appliquer à beaucoup d'événements. Donc voilà très concrètement comment des ligues, qui pour certaines, je le redis, faisaient déjà des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on part de rien, mais qui du coup globalisent un peu de manière un peu peut-être des fois un peu informelle, mais qui globalisent leur réflexion sur leur rôle au sein de la société autour de ces enjeux de développement durable. Et puis sur la problématique des équipements, moi j'ai toujours je recevais une fois un président d'association, un club de football, et pour être très très concret, qui faisait plein de choses. C'était absolument formidable ce que faisait son club. Et puis il me dit, mais vous savez, monsieur Jean, ce dont je suis le plus fier, c'est en fait un accord qu'il avait passé avec le maire de sa commune. Parce que il me disait, vous savez où on a du mal, c'est quand on parle de l'eau, des fluides. Moi, les vestiaires, c'est pas moi qui organise. S'il faut changer des LED, c'est pas moi qui le fais. Enfin, je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre plein d'autres. Mais il dit, mais je vois que je peux agir sur des choses. Et en fait, il a dit à son maire, écoutez, vous prenez vos relevés de facture de fluides, d'eau et d'électricité au 1er janvier de cette année. Moi, je vais faire un travail avec mes parents, avec les dirigeants, les cadres, et puis on se donne rendez-vous au 31 décembre l'année prochaine. Et moi, je parie avec vous qu'on fera des économies, mais par contre, je prends pour les caisses du club 50% des économies générées. Le maire a dit banco, allons-y. Et au final, effectivement, il avait, en travaillant avec tous les acteurs du club, réduit la consommation d'eau par rapport aux douches, par exemple. Il avait réduit de manière importante, c'est un club de football, il avait réduit de manière importante parce qu'il avait géré au mieux les éclairages d'avant-entraînement, d'après-entraînement, parce qu'il avait géré au mieux les éclairages dans les vestiaires et tous les locaux administratifs qu'il avait à gérer. Et au final, pour son club, c'est effectivement 50% de bonus qu'il a eu à la fin de l'année. Donc voilà un exemple très concret, peut-être anecdotique, mais qui démontre effectivement le gagnant-gagnant potentiel au-delà de la planète sur ces enjeux de développement durable. D'accord, merci beaucoup. Alexis Manouvrier, est-ce que vous voulez réagir par rapport... Non, mais justement, le cas de prendre une fédération, là, parce qu'en plus, fédération de handball, donc forcément des infrastructures obligatoires, des gymnases...
entre la conception du gymnase dont parlait Monsieur Leclerc et puis la politique développement durable, est-ce que justement, vous, au niveau de la fédération, il y a ce genre de prise en compte, on va dire? Oui, je fais le lien avec ce que j'ai dit ce matin. De toute façon, j'ai affirmé une volonté politique du président sur ces sujets de cohésion sociale, de rôle sociétal, de rôle social d'une fédération comme la nôtre. Il va de soi que la problématique, la dimension des équipements tient une place vraiment très importante, toute particulière dans cette réflexion, dans cette stratégie. Pour nous, les équipements, c'est un outil de travail, c'est un outil de plaisir. C'est, comme je dirais, une matrice de notre développement et un vecteur du lien social et sportif que l'on crée au quotidien avec nos licenciés. Le problème, c'est que quand on essaie de définir tout ça d'un point de vue stratégique, dans une politique fédérale, on voit qu'on a pas mal de portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée du développement durable, comme elles viennent d'être brillamment exposées, mais il y a d'autres portes d'entrée qui sont un peu complémentaires, mais je ne dis pas en compétition, mais complémentaires. La responsabilité sociale et environnementale. Et puis vous avez aussi la cohésion sociale, l'économie sociale et solidaire. Il s'avère que pour nous, le développement durable était moins parlant que ce que pouvait représenter l'économie sociale et solidaire ou la cohésion sociale. Pourquoi ? Parce que dans les piliers du développement durable, c'est vrai que le pilier principal, c'est celui de l'environnement, la dimension environnementale. Et pour le handball, à part les problématiques de mobilité, on ne voyait pas trop ce qui pouvait être moteur sur ce point-là. Sachant que les équipements, comme ça a été très bien dit, nous, on n'est pas maître d'ouvrage, c'est plutôt le dialogue avec les institutions qui priment, la présence dans des instances comme les conférences régionales du développement du sport, tout ça, mais c'est pas suffisant pour faire une politique fédérale. Est-ce que vous intervenez pour autant? Monsieur Leclerc parlait par le passé des fameux terrains en béton. On est passé sur des structures beaucoup plus souples, et puis aujourd'hui des structures qui sont justement éco-responsables. Non, oui et non. C'est-à-dire que nous, on est très liés dans notre développement à l'apparition et aux naissances des COSEC dans les années 70, avec les gymnases pour l'éducation nationale. Donc nous, on était présents là-dessus. Sauf que désormais, c'est une telle technicité que, alors qu'on est quand même, c'est nous qui, en termes de normalisation, avons un rôle à jouer, on n'est pas armés, on n'est pas outillés. Même chose pour la responsabilité sociétale et environnementale. Ça, c'est davantage des outils pour des parties prenantes, des actionnaires, pour des financeurs. Donc nous, on a fait le choix que je développais ce matin de la cohésion sociale. Voilà. Mais l'équipement a un rôle à jouer. L'équipement a un rôle à jouer parce qu'il faut que ça soit dans ce projet de cohésion sociale un lieu de vie, un lieu d'échange. Comment les maîtres d'ouvrage, comment les financeurs font en sorte que ces nouveaux équipements soient des lieux de vie. Autre problématique, c'est celle du sport pro. Daniel Costantini, qui est donc un ancien entraîneur de l'équipe de France, a participé, en tout cas a été un élément moteur d'un rapport sur les futurs équipements. Voilà, il a bien montré tout l'enjeu de la qualité environnementale dans les nouveaux équipements et le lien avec les médias, le lien avec l'économie qu'on peut générer derrière. Bon, on est un peu présent là-dessus, mais c'est pas suffisant. Et puis enfin, la partie événementielle. Nous, on a la chance d'organiser un mondial en 2017. Il est évident que ces sujets-là seront très importants. Mais on n'a pas la technicité, très, très honnêtement, pour être une véritable force de proposition. Vous parlez de HQE, vous parlez de technicité des sols. C'est pas notre cœur de métier. D'accord. Je pense que c'est l'occasion de faire répondre Mme Cassol. Alors, à la fois en tant que... Je ne vous demande pas techniquement, mais au titre du Conseil régional, parce que vous devez être sollicité par moult associations et ligues pour avoir des installations toujours plus modernes. Justement, quelle est la politique choisie aujourd'hui ? Alors, effectivement, donc j'ai entendu parler sans l'aide des collectivités territoriales, il n'y a pas de politique sportive qui puisse se concrétiser, et que les équipements sportifs ne peuvent effectivement se faire que grâce
à l'aide des différentes collectivités, alors que ce soit la région que je représente aujourd'hui, mais que ce soit aussi le département, les communes. Toutes les collectivités sont sollicitées et toutes les collectivités répondent présentes, alors certainement pas assez suffisamment, que ce soit pour les ligues, les comités départementaux ou les clubs, mais je pense que chaque collectivité fait de son mieux parce que nous avons conscience que le sport est un enjeu fabuleux, pas seulement pour notre jeunesse, mais pour toute catégorie d'âge. J'ai entendu parler de lien social, bien évidemment, de solidarité, de travail de respect, la notion de respect, la notion d'aller au-delà de ce que l'on peut, d'essayer de dépasser nos limites, et de règles que peut-être il faut revoir de temps en temps. Alors, moi, au niveau quand on parle d'équipements sportifs, on ne peut pas parler uniquement d'équipements sportifs et de construction de bâtiments sans parler aussi de la... Comment je vais dire ça ? Des transports, enfin, tout ça c'est lié, parce que si on construit un équipement sportif et qu'il n'y a pas de lien entre les lieux d'habitation des pratiquants et pour se déplacer, ça pose un problème. Et ça aussi, ça concerne les élus, ça concerne les politiques qui sont proposées, et il faut donc une ambition derrière tout ça. Et c'est vrai que, comme nous sommes dans des périodes difficiles, je regrette. Alors là, je prends ma casquette de dirigeante sportive parce que moi, j'ai une double casquette. Je représente le président de la région Picardie en tant que conseillère régionale, mais je dirige aussi un club sportif. Et quelquefois, je suis très ennuyée parce que le sport, malheureusement, n'est pas toujours... Et je crois qu'autour de cette table, on va être assez d'accord avec moi, n'est pas toujours suffisamment pris en considération. C'est pas une priorité pour les élus. Mais je l'entends aussi, parce que dans des périodes de difficultés économiques, eh bien, il est logique qu'on privilégie le fait de trouver de chercher à aider à trouver un travail, de manger, de se loger, et tout ce qui est activité sportive passe après. Alors que je pense que justement, quand le sport aide aussi à mieux se sentir dans son corps et dans sa tête, parce que les deux sont liés, c'est pas uniquement une question de corps. Et je crois que quand on peut aider à favoriser le sport pour tous et toutes, faut pas oublier les femmes d'ailleurs. Quand on peut favoriser justement l'épanouissement physique et mental, eh bien, ça peut aider aussi à trouver quelque chose en soi pour trouver du travail. Enfin, tout ça, c'est lié, quoi. Donc, il faut que nous, les sportifs, soyons convaincants auprès des élus et leur prouver par A plus B qu'il ne faut certainement pas négliger les équipements sportifs et le sport en règle générale dans une politique qui est déterminée. Mais c'est un long combat. Alors pour revenir aux équipements sportifs et au développement durable, moi j'entends bien tout ça, mais il y a un sacré boulot quand même, parce que c'est loin d'être gagné, le développement durable. Moi, je vois les équipements sportifs de la région Picardie. Il y a quand même un boulot à faire. D'abord, au lieu de demander aux ligues, aux associations de faire des efforts, alors là, je reprends ma casquette d'élu, c'est nous aussi en tant qu'élus, d'aider et de faire en sorte qu'il y ait un respect effectivement de tout ça, parce que moi je trouve qu'on en demande beaucoup aux sportifs que je suis, aux bénévoles que nous sommes, parce que déjà on s'occupe de notre ligue ou de notre comité départemental ou de notre association, en plus de notre vie professionnelle, personnelle, etc.
Et en plus, quand il faut monter des projets, parce qu'en plus c'est 50 pages où on ne comprend pas toujours grand-chose et qu'il nous faut l'aide de je ne sais qui pour comprendre, parce que c'est vrai, hein, c'est quand même pas simple hein, parfois. Hein. Moi, je trouve qu'on en demande beaucoup aux bénévoles et que parfois, il faudrait qu'il y ait, il faudrait trouver quelque chose avec les acteurs politiques de la vie sportive. Voilà, les élus sont là pour aider et c'est pas toujours à demander aux sportifs et aux bénévoles de trouver des réponses concrètes à ça. Voilà, vous voyez, alors là je prends complètement ma part de responsabilité en tant qu'élu. Hein. C'est à nous les élus de faire en sorte que les acteurs sportifs puissent effectivement respecter, hein, comme ils se peuvent, mais les dictates de... En fait, on peut se rejoindre tous ensemble. Hein. Pardon ? On peut se rejoindre tous ensemble par rapport à ce que disait Monsieur Jean juste avant. Ouais. Et puis, je rappelle aussi que, parce que les mots ont du sens, hein, mais parfois il faut redire les choses, c'est que les équipements sportifs n'appartiennent pas aux collectivités territoriales. Ils appartiennent au peuple, aux citoyens. Hein. C'est quand même des bâtiments... qui appartiennent au peuple, absolument pas à la collectivité. D'accord. En tout cas, non, mais c'est important de le dire. Comment dire ? Surtout donc le fait d'être aussi bien en tant que sportif qu'en tant que collectivité locale, avoir un discours commun sur le fait de l'importance éco-responsable et d'avoir des outils pour travailler. Alors, quelquefois, c'est ça qui est un peu compliqué. Alors, il faut qu'il y ait une proximité, parce que les dirigeants sportifs que nous sommes, on ne sait pas toujours bien à qui s'adresser, ou alors parfois, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que l'interlocuteur privilégié, de mon point de vue, hein, c'est quand même la commune, hein, où il y a un rapport c'est plus direct. À condition que la commune soit elle-même au courant de... Bah oui, alors là, par contre, les informations doivent remonter. Bien évidemment, elles doivent remonter. Je crois que M. Leclerc va réagir. Parce que plus la collectivité est éloignée, plus c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bien sûr. Et c'est bien pour ça qu'il faut que peut-être que les choses vont changer avec le nouveau gouvernement, mais il faut que la décentralisation soit concrète. Plus le pouvoir politique est proche de l'acteur sportif, mieux les choses se règlent. Plus c'est éloigné, plus c'est compliqué. C'est kafkaïen. Hein. Il faut mettre parfois des mois pour trouver l'interlocuteur privilégié. Donc, j'espère que les choses vont un peu se modifier avec le nouveau gouvernement en place. Monsieur Manouvrier, qui voulait... Je vous donne la parole juste après. Hein. André, si tu veux. Oh, ils sont extraordinaires. Non, mais allez-y, alors là, attendez. Oui, le débat est bien lancé. D'abord, je remercie un élu politique, un élu donc de votre conseil régional, de nous tenir ce discours qu'on ne peut qu'approuver. Je hochais la tête simplement pour dire on ne peut pas laisser les maires seuls. Il faut voler au secours des maires. C'est pas possible. Les maires ne peuvent pas y faire face. Il faut aller à leur secours. De quelle manière ? De différentes manières. Premièrement, nous-mêmes, mouvements sportifs, devons nous organiser peut-être encore mieux que nous ne le faisons. On évoquait tout à l'heure avec le collègue du Hand, quand on avait préparé la candidature de Paris, dans les années 80, on était 16 fédérations au cours de la table pour dire, dessiner. Donc, moi, le volley, moi, le hand, etc. Alors, évidemment, on ne peut pas mettre 40 mètres, sinon le hand, ça ne marche pas. Moi, j'ai besoin d'un peu de hauteur, etc. Oui, mais le collègue du judo de ce matin, il a besoin de son dojo en même temps. Celui du tennis de table a besoin du sien aussi. Donc, nous étions organisés, on continue, on a une bonne commission équipement d'ailleurs, nous essayons de nous organiser, y compris sur les problèmes environnementaux, pour mieux faciliter la compréhension de nos besoins par ceux qui financent, qui sont les propriétaires au nom du peuple de ces équipements, pour leur faciliter la tâche. Donc faites attention, quand on construit un équipement, ça coûte cher et il faut que ça dure longtemps, il faut que ce soit adapté aux besoins, premièrement. Deuxièmement, le collègue Durand l'a dit, c'est pas notre job, après nous ne sommes pas des architectes, etc. C'est pour ça que j'ai parlé d'un écrit pour le loisir, donc une structure d'interface, dispositif universitaire, enfin peu importe, présidée au titre sportif. Il y a d'un côté des chercheurs, de l'autre côté les entreprises, et puis les sportifs, voilà, définir les normes, les participer, les normes au niveau international
régional sur les matériels et les matériaux, donc les qualités des sols, etc., etc. On parlait de hockey ce matin, j'ai fait revenir en France tout le travail sur le gazon, avant de recréer en France l'Institut technique du gazon, pour que, avec les universitaires, avec ceux qui utilisent, enfin, nous les sportifs en l'occurrence, et les entreprises, on soit capable de fournir des réponses technologiquement satisfaisantes par rapport aux besoins. Troisième niveau d'intervention, les Jeux Olympiques de Londres, c'est pas pour nos beaux yeux qu'ils les font. Ils refont tout l'Est de Londres. La candidature de Paris, c'était Batignolles. Vous posez évidemment la question de l'urbanisme. Quand nous on organisait Albertville, c'est magnifique pour nous. Le budget des infrastructures était 11 fois supérieur au budget des Jeux. Mais grâce aux Jeux d'Albertville, la Savoie, vous y allez d'ici comme vous voulez, par le TGV, par l'autoroute, etc. C'est un vrai projet d'urbanisme. Donc, et durable. Oui, et durable. Et donc ça s'inscrit dans une politique de la ville. Donc d'un côté, nous avons notre discours, nos responsables politiques, ils ont les intérêts de développement de la ville, etc. Donc trouver les structures d'interface et puis ensuite les discuter. On l'a dit, le dialogue civil, il n'y a pas de meilleure situation pour le faire. Et pour ce qui nous concerne, dans la répartition des compétences, dans la manière dont il faut que notre organisation des pouvoirs publics s'adapte aux évolutions, l'intercommunalité est un atout essentiel sur cette préoccupation d'équipement sportif. Tellement de maires, c'est pas possible que chaque maire puisse se débrouiller dans sa commune. L'intercommunalité, dans une politique bien conçue au niveau du département, avec un pilotage régional qui permet une harmonie sur l'ensemble du territoire. Donc une vraie collaboration à avoir. Puis comme on a moins de sous, il faut être plus intelligent. Et on est toujours plus intelligent en étant nombreux autour de la table que tout seul. Il y a un mélange. Sinon, tout ce qu'on a raconté ce matin, ça sert à rien. Ça ne résout pas cette question de cet après-midi. Rôle social, éducatif, etc. Si on n'est pas capable d'avoir des lieux de pratique, évidemment, on a parlé pour rien. Mais cet enjeu, je termine là-dessus, l'enjeu du territoire, il faut répéter ce qu'on ne sait pas assez dire. Que voilà. Là, dans la manière dont le sport est actuellement comptabilisé, ce qui est une faute de calcul énorme. On a déjà pour 35 milliards d'euros. Il n'y a rien que le bénévolat, ça fait 4,5 milliards. Ça fait déjà, rien que comme ça, 2% du produit intérieur brut. Alors, sans compter le bénévolat, qu'est-ce qui paie le sport ? C'est nous. 50% recettes privées, 30% les collectivités locales, 10% l'État. L'État compte d'ailleurs les profs d'EPS. Moi, je dis, ce matin, je suis prof de maths, je ne suis pas comptabilisé dans la fédération d'échecs. C'est comme ça. Donc, l'apport de l'État est quand même extrêmement faible, et 10% les entreprises. Si on rajoute le bénévolat, alors là, ça bascule largement de notre côté. Je dis ça parce que, comme on ne le fait pas assez savoir, on a toujours l'impression qu'on demande ou qu'on fait l'aumône, parfois, qu'on ne rend pas service du tout, c'est nous qui payons plus. Qui paie commande à certains ministres. Alors, quand on les connaît bien, on dit, OK, d'accord, on est d'accord, on applique ça, donc c'est moi qui me commande. Moi, il paye le plus. Voilà. Donc, attention, ce dialogue de vérité. Nous sommes des gens d'action. On l'a bien vu ce matin. Enfin, des gens d'action, des gens de passion. Donc, on est pris dans l'action. Très généreux. Chacun qui a intervenu ce matin est très fier de ce qu'il fait. Il a raison d'être fier. Vous êtes fiers de ce que vous faites dans vos clubs. Et c'est important. Alors, il faut arriver à le faire savoir, à le faire comprendre. Et je maintiens que notre activité, nos clubs, sont des éléments structurants des territoires. On a une difficulté économique majeure. Mais si on n'était pas là, on aurait aussi une difficulté sociale qui serait tout aussi catastrophique. Donc il y a un enjeu de société important sur la question de cet après-midi pour que ce qu'on a dit ce matin puisse vraiment se traduire sur le terrain, ce qu'est le mot juste, le terrain. D'accord, monsieur Leclerc. Je vais donner la parole à monsieur Manouvrier, qui valide tout ce que vous avez dit. Oui, je vais avoir mal à la tête, parce qu'il fait ça depuis tout à l'heure. Oui, parce que ça me permet aussi de réfléchir en même temps, mais je suis d'accord avec madame, je suis d'accord avec ce qui a été dit par André Leclerc notamment, et puis par monsieur Jean. Du point de vue du handball, c'est vrai que ces questions de gouvernance sont fondamentales. Et quel est le bon niveau de collectivité ? Je rejoins complètement ce qui a été dit sur l'intercommunalité. C'est évident que c'est le bon niveau actuellement d'interface avec le mouvement sportif, qui lui n'est pas organisé de cette manière-là, d'ailleurs. Mais la gouvernance, pour le moment,
Mais la gouvernance, c'est vraiment ce qui fait que les projets vont pouvoir aboutir ou pas, et que notre stratégie fédérale va pouvoir être mise en musique. Je prends un exemple donc du hand sur l'utilisation des gymnases. Les gymnases, on en a besoin dans les zones dans lesquelles il y a du handball, mais on en a aussi besoin dans les zones que l'on veut essayer de peupler, des zones d'ombre. On appelle ça dans le handball des zones d'ombre. Bon, quand il n'y en a pas, ça devient redoutable. C'est pas nous qui allons dire à les collectivités, il faut que vous construisez un gymnase. Bon. Sauf qu'il y a des gymnases quasiment partout qui sont des gymnases éducation nationale. Et là se pose la question de l'ouverture de ces gymnases dans le temps péri ou extrascolaire. Comment le hand intervient auprès de l'éducation nationale pour faire en sorte que sa pratique soit celle qui occupe ces gymnases. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est sur un marché concurrentiel de l'occupation des gymnases. Quand vous allez enfin, vous connaissez mieux que moi, mais vous avez des gymnases, vous avez 7, 8, 10 lignes parfois qui se chevauchent, et c'est assez compliqué de savoir en fait où est ma zone de hand. Bon. Ensuite, dans la gouvernance, c'est une gouvernance qu'on doit mettre en œuvre au niveau de la Fédé avec l'État pour les grands équipements nationaux, quand on a des événements, comme je disais, pour le mondial, etc., avec les régions, avec les départements, qui sont aussi les organisateurs de la mobilité, et puis avec les communes ou les collectivités. Donc ça demande d'avoir, nous, des référents, des personnes ressources, à chaque niveau. Et chaque niveau doit être suffisamment compétent. D'où la nécessité de mettre en place des sessions de formation, de professionnaliser, même si je n'aime pas forcément tout à fait ce terme, nos représentants, nos dirigeants. Tout ça étant effectivement extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On a des outils comme le projet territorial notamment, mais bon, là où moi je suis beaucoup plus inquiet, je me tourne vis-à-vis de l'État, c'est le CNDS connaît de grandes difficultés. En tout cas, les difficultés sont surtout à venir. Reprécisez, est-ce que c'est CNDS ? Le Centre national de développement du sport. Bon, il y a une année d'exercice hors bilan. Ça veut dire que si tout le monde sort ses projets, il n'y a pas de quoi les financer. On a fait beaucoup de promesses, notamment on a financé, le CNDS, le mouvement sportif finance l'Euro de foot. Tout ça, c'est de l'argent qui ne va pas venir dans nos activités. Donc là, il y a quand même un vrai souci, un souci auprès des collectivités parce qu'on s'en manque de financement. Puis nous aussi, on n'est jamais maître d'ouvrage. Donc on est vraiment dépendant de tout ça. Alors, les solutions, on va les trouver. Pour nous, c'est plutôt des solutions d'économie sociale et solidaire. Voilà. Mais j'ouvre un dernier point sur l'État. À une certaine époque, notamment dans les années 70, le ministère des Sports s'est construit autour de cette thématique des équipements. Les piscines, les COSEC, j'en ai fait allusion tout à l'heure. Il y avait donc des cadres techniques qui étaient compétents, qui pouvaient monter ces projets. Aujourd'hui, ils sont où les cadres techniques ? Ces gens-là, ces experts ? Il n'y a plus de bureau des équipements. Voilà. C'est pas à nous de le faire. Vous pouvez répondre à ça, cette question ? Oui. C'est Monsieur Jean ? C'est pas une attaque. Hein. Non. Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble quand même. Ou alors elle est larvée ou dissimulée, mais je l'ai ressenti. Non. On se connaît. C'est intéressant parce que j'ai presque des propos antagonistes à ma droite et à ma gauche, sans aucune connotation politique. Non, parce que M. Leclerc dit l'État, tout compte fait, il ne finance pas grand-chose. Et là, on me dit ouais, mais le CNDS, tout compte fait, c'est embêtant, quoi. Donc, voilà. Et je ne sais pas si, la politique en matière d'équipement du Centre national de développement pour le sport est effectivement l'une des principales raisons, je vais le faire un peu négatif, de certaines incohérences ou de projets actuellement qui sont en discussion sur lesquels la ministre commence à s'exprimer. Je pense au stade de rugby, par exemple, au grand stade de rugby. Je ne suis pas sûr que, en matière de dépenses pour la création d'équipements sportifs tels qu'on les conçoit, je crois que la ministre a été très claire aussi sur l'argent dédié à l'Euro 2016, je crois que c'était ses premiers propos. Donc, il nous faudra bien entendu, il faudra la ministre assumer la continuité républicaine. Mais voilà, je crois qu'elle a pris des options différentes. N'oublions pas que le CNDS est au départ dédié au développement du sport pour tous. Et
les équipements que vous décrivez, monsieur, tels qu'on les voit à la télévision, ne me semblent pas être, mais voilà, moi, petit fonctionnaire, des équipements dédiés au sport pour tous. Donc je crois, de ce que je lis des discours de la ministre, qu'elle souhaite réorienter le CNDS vers sa véritable et fondatrice vocation. Concernant je trouve intéressant parce qu'à travers cette problématique des équipements, c'est vraiment la problématique de la gouvernance qui se pose. C'est la gouvernance, c'est-à-dire à quel moment, quel est le moment de concertation qui va permettre là aussi, je vais être un peu provocateur, au président de fédération qui a de grandes envies, ou le maire du coin qui a envie de son bout de gymnase, ou de tel ou tel club sportif pro qui a envie de faire du naming pour faire plaisir à une grande marque. On a là, des fois, des vocations qui se confrontent. Et après, dans la gestion, gestion publique, gestion PPP, gestion privée, on a différents modèles économiques qui s'affrontent. Il y en a actuellement en France, on va commencer à avoir une vitrine de ces différentes expérimentations. On a déjà des retours, nous l'État, sur le fonctionnement des partenariats publics-privés, en matière par exemple de la gestion de l'INSEP. C'est véritablement la problématique de la gouvernance. Alors il y a des choses qui s'initient, je pense aux conférences régionales du sport, qui sont sûrement des pistes où un grand nombre d'acteurs peuvent se mettre autour de la table. Justement, c'est ces problématiques d'équipement, et vous l'avez dit, madame, de problématiques de cohérence territoriale. Dans une région telle que la Picardie, où on trouve effectivement des départements très urbanisés, avec des questions liées aux politiques de la ville importantes, aussi des territoires en milieu rural. Ce sont des vraies questions qu'il faut débattre, et l'intercommunalité est un échelon peut-être de coordination, mais il me semble effectivement que les régions ont très envie de s'y impliquer, et ça me paraît tout aussi naturel avec le soutien et la participation des services de l'État, puisque le bureau des équipements existe encore à la direction des sports. J'étais avec eux ce matin en réunion, ils vont très bien et ils font ce qu'ils peuvent, tout comme moi. Concernant, et puis là on est aussi entre gens du sport, entre gens fédérés du sport. Et ces 16 millions à peu près de licenciés qui pratiquent plus ou moins régulièrement le sport ne doivent pas aussi masquer les 75% de Françaises et Françaises qui déclarent avoir une activité sportive régulière. Et je crois que dans les problématiques d'équipement, on doit aussi avoir en tête, ça va aussi avec un peu ce que vous dites tout à l'heure, monsieur, c'est l'aspect aussi de vos zones d'ombre, c'est-à-dire qu'à un moment, vous irez bien à la recherche de licenciés à des endroits où ils n'existent pas, donc à des endroits où ils ne sont pas fédérés. Donc je crois qu'il faut aussi peut-être voir un peu plus largement la pratique sportive en France, et sûrement évoquer ce matin les problématiques de santé notamment, et puis voir comment ces équipements-là peuvent aussi, alors on connaît les problématiques de créneaux, mais on sait aussi qu'il y a des, vous l'avez dit pour l'éducation nationale, on sait qu'il y a des gymnases la journée sont vides, et il y a des gens qui malheureusement sont à la recherche d'un emploi qui auraient du temps pour se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps des pratiques sportives. Il y a des personnes âgées qui mettent toutes les attentions pour des pratiques sportives. Je crois aussi qu'il faut qu'on envisage, et là aussi dans une dynamique de développement durable peut-être plus sociale, qu'on envisage ces équipements pas seulement au filtre des normes fédérales, pas seulement au filtre des grandes compétitions qui nous amènent, mais de manière aussi importante, et je crois que la ministre l'a dit aussi, quand je dis je crois, c'est que j'en suis sûr, sinon je n'entendrai pas ses propos, qu'elle a pour ambition le sport pour tous, et d'ailleurs le nom de son ministère avec l'éducation populaire dedans doit aussi nous interpeller. Forcément, elle a comme idée de repenser une problématique d'équipement à son niveau, avec l'influence qu'a le ministère des Sports, aussi sur une dimension de sport pour tous. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier cet enjeu-là qui me paraît très très important. Monsieur Leclerc, on ne va pas parler trop longtemps parce qu'il reste un quart d'heure. Je vais donner la parole. Monsieur Leclerc, vous répondez d'abord, et puis je vais donner la parole. On n'est pas si antagoniste que ça. Les remarques étaient faites tout à l'heure. La part, je constate simplement sur le plan économique, la part de l'État est très faible. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il en fallait plus ou pas, je ne sais pas. Je dis, je constate, c'est faible. Le CNDS, ça fait que 0,8%. Je signale que, alors j'étais au départ de la création, l'année de la création de la Commission nationale de sport de masse, puis le FNDS. On a très vite appelé le FNDS le Fonds national de désengagement du sport. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas sitôt créé.
que ces recettes extra-budgétaires ont été récupérées par les ministres pour nous coller dessus des politiques nationales, qui ne sont pas des politiques sportives. Et je dis, par exemple, surtout ce qu'on a entendu ce matin, c'est pas polémique, hein, mais surtout ce qu'on a entendu ce matin sur la santé, etc., sur l'école, etc., quand on travaille pour la santé, la sécurité sociale qui fait des économies, les Belges, ils ne peuvent pas participer. On ne peut pas avoir des conventions avec le ministère de la Santé pour ce que l'on fait. On ne peut pas avoir des conventions avec le ministère de l'Environnement pour ce que l'on fait. On peut avoir des commissions avec l'Éducation nationale pour ce que l'on fait. J'avais mis ça en place avec les postes CLAGEP, ceux qui se souviennent. Donc des collaborations, quand l'action qu'on mène dans les prisons, pour la PJJ, etc. Donc le sport, on se retrouve dans un coin, et le ministère des Sports se retrouve à devoir faire la politique, pour partie, la politique des autres. Nous disons non, le sport doit être pris au sérieux. Non, non, le sport c'est sérieux, et par conséquent, doit être pris en compte par les différents ministères. Il doit y avoir des évolutions. Alors, revenir au sport pour tous, c'est bien, mais il faut donc débarrasser le FNDS de tout ce qu'il a déjà récupéré. Et sur les équipements, alors d'abord, on n'a pas voulu refaire 98, et donc pour l'Euro de foot, on a augmenté le prélèvement sur l'auto. Mais là, il faut innover. Ça suffit. Vous pourriez rappeler quand même en 98 le souci qu'il y avait eu parce que... En 98, voilà, le Coupe du Monde de football en France. Donc on a pris sur le CNS. Et moi j'ai dit, est-ce qu'on va payer directement le football, quoi. C'est pas contre le foot. Mais moi j'ai organisé un championnat du monde de volley, 20 millions de francs. Comme je suis pas riche, je prends un sou de l'État. Évidemment. Aider les riches, c'est plus simple qu'aider les pauvres. Ça va de soi. Voilà. Donc quand on a fait les championnats de la Coupe du Monde de foot, c'est bien, on est ravis. Mais on n'a plus de sous pour les autres. D'accord. Donc on a dit, nous, les autres fédérations, on payait directement les collègues du foot. Sinon, c'est pas possible. Là, c'est en dehors. Mais la question à laquelle il nous faut répondre maintenant, ça suffit, on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer comme ça, ces grands équipements. Il faut des partenariats publics-privés. Il faut des projets qui sont de nature économique. On n'a pas les moyens de se payer. Et c'est de toute façon à fond perdu. Il faut effectivement investir sur des équipements qui, eux, sont au service de la pratique sociale, mais tout ce qui concerne les activités de haut niveau qui, elles, peuvent être rentables, et en tout cas rentabilisées, c'est fini. Il faut pas laisser les pouvoirs publics seuls par rapport à ça, il faut monter des partenariats publics-privés. Il faut innover. Parce que nous aussi, au niveau de nos ligues, districts et clubs, on a la porte ouverte au CNDS, à tout ça. Parce que comme on parle des grosses infrastructures, peut-être que c'est un piège là que je... Non, c'est une question de Candide, si je peux m'exprimer ainsi. Tous les gens qui sont ici savent effectivement qu'il y a des fonds nationaux du CNDS, des parts nationales, concernant notamment les grands équipements, mais il y a aussi des commissions territoriales avec une gouvernance partagée, mouvement sportif et puis les ministères, qui permet d'organiser la répartition des enveloppes qui sont dédiées avec différents projets. Et là, je laisserai les spécialistes de Picardie le faire. On fera aussi tout à l'heure un atelier, mais monsieur voulait poser une question ? Non, je veux réagir, mais pas poser une question. Moi, je voudrais simplement illustrer les propos de notre représentant du Conseil régional. Donc, je suis Ezio Moncellato, je suis directeur de la vie associative des sports et de la jeunesse. Bienvenue en Picardie, terre de concertation. Et je crois que la concertation, elle fonctionne aussi bien, pour la définition de politique publique régionale, et on l'a fait sur la vie associative, on le fait sur la culture, sur les transports, et depuis plus de 2 ans, on travaille avec le CROSS à la définition de la nouvelle ou de la future politique sportive régionale, mais ça peut se faire aussi sur les équipements, et je vais prendre quelques exemples en étant très rapide. Alors peut-être qu'on le fera dans l'atelier, je ne sais pas si on a le temps, parce que là il est 5, parce que sinon on fait un atelier tous ensemble encore dans 1 heure. Ouais, mais là on a fait une table ronde, on a écouté, si on ne peut pas réagir, je ne vois pas l'intérêt d'une table ronde. C'est bon, ça pose pas de problème. Non, mais allez-y. C'est une tribune dans ces cas-là. Non, mais moi je vais centrer sur les équipements, puisque je crois savoir que c'est le thème. Je veux dire, au niveau des équipements, dans le cadre des réflexions qui sont les nôtres avec le... D'accord. Dans le cadre des réflexions qui sont les nôtres avec le mouvement sportif depuis plus de 2 ans, avec les élus locaux, avec les 3 départements, avec les services de l'État, je crois que c'est quand même... on met tout le monde autour de la table. L'idée est de n'impliquer la région à titre financier, au niveau financier, dans la mesure où cette démarche sera validée par les élus régionaux, mais en tout cas, elle sera proposée comme telle aux élus régionaux, c'est de mettre en place des problématiques de gouvernance au niveau territorial. Et j'irais de mettre en œuvre une logique de conditionnalité des aides de la région. Et cette conditionnalité, elle passe par les problématiques d'éco-responsabilité, par les problématiques de gouvernance. En clair,
un équipement est éventuellement prévu par des élus locaux. Les élus locaux peuvent déterminer des besoins dont, je dirais, l'opportunité est à vérifier. On vérifie ces besoins, on réfléchit non pas à l'échelle macro, mais à l'échelle micro, voire à l'échelle d'un pays ou au-delà. On essaye de réfléchir à une implantation cohérente entre des équipements qui seraient sport de haut niveau, des équipements qui seraient sport pour tous, voire une complémentarité entre les deux. Ici, on réfléchit en termes de politique sportive dans une logique de pacte civique du sport dans lequel le haut niveau et le sport pour tous seraient au service l'un de l'autre. Rien d'original. L'originalité, c'est de le mettre en œuvre. En termes d'équipement, donc une fois ces vérifications faites, quelle est la place de la Ligue ? La fédération de natation joue un rôle très important en termes d'appui technique à l'implantation de piscines. Quelle est la place du comité régional ? De quelle manière est-ce qu'on a discuté avec le comité régional olympique et sportif ? Quelle est la place du club dans la gouvernance ? Quel est le mode de gestion qui est prévu, etc., etc. Et on va aller vers une conditionnalité des aides de la région qui, vont privilégier l'éco-responsabilité, l'éco-citoyenneté, la gouvernance, etc., etc. Donc je crois qu'indépendamment des problématiques de moyens qui est évidente, on peut aussi travailler en bonne intelligence et faire en sorte que les moyens publics existants, on a encore 3 millions d'euros sur la politique sportive au niveau du Conseil régional de Picardie, c'est ce que les élus, la majorité régionale a souhaité. On a un FNDS qui est géré au niveau de la commission territoriale du CNDS et me semble-t-il, on a quand même réussi à répondre en grande partie aux besoins qui étaient proposés à la fois en équipement et en fonctionnement. Je crois que à défaut de moyens ou de moyens supplémentaires, on peut fonctionner en bonne intelligence avant de céder éventuellement à la pression du privé. Moi, là, c'est un point de vue que je ne partage pas avec M. Leclerc, et pourtant, j'ai déjà partagé de nombreux points de vue dans ces expressions. Je pense qu'avant de considérer que le privé est le recours ou l'ultime recours, c'est pas ce que vous avez dit, ou la gestion publique-privée, on peut déjà faire en sorte qu'il y ait, une gouvernance la plus partagée possible et une mise en cohérence de l'ensemble des acteurs du sport. C'est parfait, tout à fait d'accord. Merci. Je parlais simplement des grands équipements. On peut plus les payer. Le stade de foot de Lille, c'est pas possible, quoi. Voilà, ça c'est pas supportable. Voilà. Sinon, et j'en suis témoin au titre de la CPCA, je peux confirmer et apprécier ce que vous dites. Absolument. On travaille de la même manière sur le cross. C'est bon. Je prends la parole. Bien sûr, monsieur. Il y a quand même un sujet qui n'a pas été abordé par, j'imagine, par modestie ou je ne sais pas pourquoi, mais bref. Cette prestation, on a parlé ce matin de réussite scolaire, réussite éducative, réussite sportive, réussite sociale, l'utilisation des équipements, leur construction, leur rénovation. Tout ça, ça a un coût. Or, en France, le modèle sportif, il est assis d'une certaine manière sur la gratuité de l'accès aux activités sportives, même s'il y a un coût d'une petite licence. Mais on est quand même dans un espace de pratique plutôt gratuit. On nous demande, fédération, comme la nôtre, d'augmenter notre pratique. On nous demande, on se l'impose aussi à nous-mêmes, d'augmenter la pratique tout au long de la vie, de nouveaux équipements qui soient là en soutien de ces pratiques, etc., etc. Le problème, c'est qu'on n'augmente pas le prix de la licence, le coût de la licence. Si en Assemblée générale, j'ai des amis du handball qui sont dans la salle, en Assemblée générale fédérale, on prend la décision d'augmenter d'1 euro, c'est du racket. C'est du racket. Et je le comprends. Mais en même temps, 1 euro, c'est 400 000 euros de plus dans les caisses fédérales. Si je l'augmente de 10 euros, j'augmente quasiment de... vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport à un budget fédéral de 16 millions, c'est quasiment 25%. Sauf qu'on est convaincu, enfin on pense en France qu'on est sur une activité gratuite. Et là, il y a un vrai sujet de réflexion de toutes les parties prenantes du développement du sport en France sur le coût réel d'une licence. Est-ce que je me trompe? Parce que tout à l'heure, je discutais avec un monsieur qui me disait qu'en même temps, les jeunes sont demandeurs en plus, toujours plus de technicité. C'est-à-dire qu'ils se donnent comme excuse de ne pas pouvoir participer. Pour ne pas le citer, c'est le monsieur là-bas qui s'occupe de vélo et qui disait que pour faire du vélo sur piste, ils avaient été obligés d'investir. Est-ce que ça vous ressentez? Ils investissent dans leurs équipements, dans leurs les équipements, chaussures, dans les vélos, voilà. mais tout non, ce qu'il y a pas que autour... les jeunes ne peuvent pas investir parce que les jeunes ne peuvent pas investir, ça coûte cher, mais que là, que les collectivités, que les fédérations investissent. Ça coûte de plus en plus cher, voilà. Donc vous êtes de plus en plus sollicité. L'accès au handicap, un fauteuil ou voilà, ça a un coût très important. Bien sûr, allez-y. Et
justement, je pense qu'il y a toute une éducation auprès des citoyens que nous sommes sur ce qui vient d'être abordé. Et moi, je crois qu'en tant que citoyenne, tout n'est pas dû. D'accord ? Et on n'a pas tout à attendre des pouvoirs publics, qui, je rappelle, c'est quand même de l'argent public. Bien aussi, sûr. Donc on est comptable de ça. Et on ne doit pas faire n'importe quoi. Et pour que l'accès au sport soit accessible à tous, et j'ai bien entendu effectivement que la nouvelle ministre des Sports a bien insisté sur ce thème-là, ce qui n'était peut-être pas le cas avec David Douillet, je ferme la parenthèse, il y a peut-être quelque chose à... Mais moi j'ai la parole libre en tant qu'élu, je ne suis pas fonctionnaire, donc c'est quand même une grande liberté, de mon point de vue. Je pense qu'il y a un travail éducatif à faire, mais dès l'école, qu'effectivement, c'est un peu du donnant-donnant. Tiens, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que je peux donner pour pouvoir faire telle discipline et la discipline, qu'est-ce qu'elle va m'apporter aussi? Parce que la discipline, elle apporte quelque chose à l'individu, quel qu'il soit. Et pas uniquement des médailles ou des coupes. Elle apporte bien sûr autre chose. Donc... moi, tout attendre de la part de la collectivité, je pense que ce n'est pas sain. Mmh. Et il y a quelque chose à repenser. Alors là, c'est tout un système éducatif à travailler, à revoir, alors que dans les cultures anglo-saxonnes, on ne retrouve pas, et là je rejoins mon voisin, que c'est en France particulièrement, on attend un peu trop des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics. Je vais devoir vous couper. On aurait pu continuer très très longtemps. Je vous en prie, coupez-moi. Je vais laisser le mot à notre vice-président. Écoutez, désolé d'interrompre ce débat qui est fort intéressant, mais qui pourra peut-être être repris tout à l'heure dans les ateliers. Là, nous devons rejoindre la mairie d'Amiens pour la réception avec la ministre des Sports. Donc, je vous invite à nous y rendre tous ensemble, en pédibus. Et c'est pas très loin. On se retrouve dans 1 heure. Ça ferait c'est développement durable. Et puisque vous